Aujourd'hui, nous sommes là pour mener une rencontre littéraire avec Paolo Cognetti, écrivain italien. Donc, bonjour Paolo. Bonjour, ciao Silvia. Ciao. Et donc, cette rencontre, il était prévue dans le cadre des Assises internationales du roman, en partenariat avec la Villa Gilet, que nous remercions beaucoup aussi pour l'organisation. Donc, cette rencontre-là, il a été remplacée par une rencontre numérique. Et d'abord, on va faire une courte présentation de l'auteur et après une courte présentation de l'œuvre qui notamment est Les Huit Montagnes, donc je l'ai là, et qui a été publié en 2016 par Stock. Et après, on va aussi poser des questions sur la pensée et la poétique qu'il y a derrière l'œuvre. Donc, maintenant, je vais faire une présentation. Paolo Cognetti est né à Milan en 1978 et il vit aujourd'hui entre Milan et Estoul. Estoul est un petit village qui se trouve dans les Alpes du nord-ouest de l'Italie. Et il commence ses études en mathématiques, après il quitte et il commence à étudier cinéma. Et après, il se consacre à l'étude de la littérature et spécifiquement à la littérature américaine. Donc, passionné d'écriture depuis ses 18 ans, et Paolo Cognetti, il publie en 2004 ses premiers recueils de nouvelles. Et il est aussi l'auteur de Sophie s'habille toujours en noir, Les garçons sauvages et le dernier livre qui s'appelle Sans jamais attendre les sommets. Moi, je l'ai là dans la version italienne. Et, et bon, maintenant, on va parler un petit peu de l'œuvre introduite par Joanna. Donc, nous allons aujourd'hui parler des Huit Montagnes, qui racontent l'amitié et la vie de deux jeunes garçons, Pietro, enfant de la ville, et Bruno, enfant de la montagne. Ils se connaissent, se séparent, se retrouvent au fil des années, au fil des pages, au cœur de la nature sauvage des Alpes, dans un petit village qui s'appelle Grana. Quête de soi et compréhension du monde se mêlent dans un roman d'apprentissage qui explore la beauté des montagnes, plus particulièrement celle des Alpes, et ce qu'elles peuvent nous apprendre dans un monde contemporain, qui est celui également de la ville et qui ne dort jamais. Paolo Cognetti laisse de côté la vision romantique et idéalisée des Alpes pour en montrer les aspects les plus sincères, mais aussi parfois les plus cruels. Il dresse ainsi une fresque très belle de la complexité de la vie, du passage du temps et des relations humaines, qu'il s'agisse de celles entre amis, mais également entre parents. Dans une langue poétique, il nous livre un témoignage personnel et universel de ce que la nature peut nous apporter. Donc, nous allons maintenant passer aux questions sur l'œuvre et je rends la parole à Sylvia. Donc, on commence pour une question générique. Dans les livres, on trouve la question de la montagne et de la ville. Ils sont deux arguments présentés comme des antagonistes, comme deux forces antithétiques. Et je voulais vous demander si, selon vous, aujourd'hui, est possible réellement réconcilier ces deux styles de vie. Bonjour. C'est une question intéressante parce que je me partage entre la ville et la montagne. Je cherche toujours de les concilier, de ne les rendre pas des ennemis dans mon cœur, mais aussi dans mon style de vie. Et en montagne, aujourd'hui, on est vraiment des citadins qui vivent dans un très beau endroit, mais il n'y a plus la différence de vie entre les montagnards et les citadins. Il y a quelques drôles montagnards qui mènent une vie comme une fois. Mais les garçons, les filles, les jeunes, les enfants, maintenant vivent comme des citadins avec des petites différences. Et moi, je suis un peu triste pour ceci parce que j'aimerais que la montagne maintienne une identité et une façon différente de vivre, d'imaginer le travail, d'imaginer la vie quotidienne, d'imaginer le rapport entre l'homme et l'endroit, la nature, mais je ne vois pas
une grande différence, je dois être sincère. Et donc, peut-être c'est le moment où les gens comme moi, les gens qui rêvent la montagne, peut-être aussi qui l'idéalisent un peu d'une façon romantique, on peut porter à la montagne une vision nouvelle, une joie de vivre la montagne que peut-être les montagnards non plus. Et en Italie, il y a un petit mouvement qu'on appelle des nouveaux montagnards. C'est vraiment petit. Il y a quelques jeunes familles avec des enfants qui vont partir de la ville, vivre en montagne pour commencer avec quelques anciens travail peut-être. Mais ce serait intéressant aussi de faire notre travail. Je fais l'écrivain. Maintenant, après ce confinement, je crois que beaucoup de monde s'est habitué à travailler de la maison, faire smart working, on l'appelle. Et donc, la maison peut être à Milan, peut être en ville, mais peut-être aussi à Estoul. Et j'espère que la prochaine été, les prochains mois seront un expériment dans ce sens de découvrir si on peut vivre un peu plus, habiter un peu plus en montagne et maintenir notre travaux euh, là-haut. Donc, oui, il y a une autre question qui concerne plutôt les tempes. Et là, ça coûtait un peu la géographie qui c'est lié à la question de la vie en montagne, qui c'est une vie plus statique, comme vous aviez dit avant, et qui s'oppose un peu à la ville, à la vie dans la ville, qui c'est une vie frénétique, c'est une vie en mouvement. Donc, pensez-vous que ces deux typologies de vie peuvent influencer de façon différente les caractères et la personnalité d'une personne? Et si ces deux concepts-là, ils influencent aussi les relations humaines qu'il y a? Je crois que c'est une vision un peu trop simple parce que on pense à la paix de la montagne parce qu'on va en montagne en vacances. Et on pense à la ville comme un lieu de la frénésie parce qu'on travaille. Mais si on travaille en montagne et on va en vacances, je ne sais pas, à New York, on commence à voir les choses d'une différente façon. C'est pas si simple. Je vois en montagne, par exemple, il y a beaucoup de gens qui doivent utiliser beaucoup la voiture. Peut-être parce qu'ils travaillent à 1 heure de distance du village où ils vivent. Et donc, un montagnard doit rouler beaucoup plus qu'un citadin. Et, c'est vrai qu'il y a qui travaille avec la terre, avec les animaux. Chez moi, il y a encore beaucoup l'économie des vaches, et donc du lait, du fromage, parce que ce sont des produits typiques de ma vallée. Et donc, tu peux encore voir beaucoup de paysans avec les animaux. Et j'aime beaucoup la vie qu'ils mènent. C'est pas très tranquille, hein. C'est très fatigant. Vous devez penser qu'en été, par exemple, quand il commence la saison de l'alpage, un montagnard commence à travailler à 3 heures la nuit et pour traire le lait et termine à 10 heures de la nuit. Et donc, il travaille vraiment beaucoup. C'est vrai qu'on a un rapport très fort avec... Je cherche toujours de ne pas utiliser le mot nature, parce que je ne l'aime pas beaucoup, comme j'ai écrit dans les romans. Mais en italien, j'ai plus synonyme. En français, je ne connais pas trop de mots. Avec les forêts, avec les pâturages, avec l'eau, avec les rochers, avec l'herbe, aussi avec les animaux sauvages, on a un rapport quotidien. Et c'est une des choses que j'aime le plus de la montagne. Et c'est vraiment une grande différence avec la vie de la ville.
Pour rebondir un petit peu sur ce que vous venez de dire, est-ce que vous pensez qu'il est aujourd'hui possible de vivre de la montagne? Par exemple, dans le roman, il y a Bruno qui ne parvient pas à trouver l'équilibre économique de son commerce. Et là, vous venez de parler de personnes qui en vivent. Est-ce que vous pensez que ça va continuer à exister, des gens qui consacrent autant de temps de leur vie à ces activités? Oh, je pense aussi parce que je lis beaucoup sur cette question, on discute beaucoup sur quel pourrait être le futur de la montagne, que la ressource principale dans les prochaines années sera de plus en plus le tourisme. Et donc, on espère, et ce sera nécessaire qu'il y aura encore des gens qui travaillent avec la terre, qui font les paysannes, qui cultivent la terre, qui élèvent les animaux, mais grâce au tourisme qui pourra maintenir cette économie plus petite. Et, on parle en Vallée d'Aoste d'un euh, peut-être 60 personnes, 60-70% de l'économie qui est fondée sur le tourisme et les 30 qui restent sur l'agriculture. Et peut-être que ce sera la proportion des prochaines années. C'est vrai que avoir des gens qui travaillent avec la terre, c'est important pas seulement pour l'idée qu'il y a quelqu'un qui fait encore ce travail, mais pour la conservation du paysage. Les gens qui travaillent avec la terre sont les gens qui habitent dans un lieu pour toute l'année. Le tourisme va et vient, arrive en hiver, en été, puis part, puis laisse les villages déserts. Qui a les animaux qui cultivent la terre, c'est quelqu'un qui reste, qui travaille aussi avec les eaux, les ruisseaux, le maintenance de l'hydrographie de la montagne, que c'est vraiment importante. Donc, je crois qu'ils sont un peu les gardiens de la montagne. C'est pour cela qu'ils sont si nécessaires aussi aux autres qui la fréquentent de temps en temps. Bon, moi j'avais une question aussi par rapport à ce que vous avez dit maintenant du tourisme. Si selon vous, c'est vraiment possible de développer un tourisme pas massif, comme il y a eu par exemple notamment dans les rivages italiens, si dans la montagne c'est possible de développer aussi euh, face à ce qui s'est passé maintenant avec les Covid-19, un tourisme plus responsable, peut-être dans les montagnes? Oui, dans la montagne qui n'est pas encore compromise, on peut le dire, avec les grands tourismes du ski, avec les grands hôtels internationaux, les grands resorts. En Italie, on en a quelqu'un comme, je ne sais pas, Courmayeur, Cervinia, Cortina, etc. Ces grands ressorts, je ne crois pas qu'ils peuvent aller arrière dans le temps et redevenir quelque chose de plus soutenable. Mais les vallées qu'on appelle mineures, les vallées qui n'ont pas encore développé ce tourisme si massif, j'espère qu'ils trouveront différentes façons de travailler. Et je crois que ce soit possible maintenant. Ok, merci. Et je passe maintenant à une question qui concerne plutôt les romans et la carte. Donc, dans la carte, il y a un passage, et dans les romans, il y a un passage où Bruno parle d'une carte des sentiers et des vallées dessinée par son père. Donc, là, il y a une rencontre entre carte physique et carte imaginaire. Et de quelle façon, selon vous, se créent les liens entre l'une et l'autre? Et quels sont les rôles qui les cartes jouent dans votre roman? Et je pense notamment à Sans jamais attendre le sommet, où il y a des esquisses de cartes.
Peut-être que je l'ai ici, un moment. Oui, ça c'est la carte des sentiers de mon père. Elle a maintenant 40 ans. Elle est très jaune. Et oui, c'était une vraie scène que j'ai mis dans les romans. Mon père utilisait cette carte pour signer les sentiers qu'il faisait avec moi, qu'il faisait tout seul, qu'il faisait avec ma soeur, qu'il faisait avec ma mère. Il avait une différente couleur pour chacun de nous. Et j'ai un amour pour les cartes géographiques, je crois, comme tout le monde qui va en montagne, parce qu'on commence à rêver la montagne aussi quand on est en ville, comme maintenant je suis dans ma maison de Milan et on étudie la carte, on imagine les sentiers, les villages, les petits lacs, les ruisseaux, etc. C'est une façon de commencer à rêver, de commencer à désirer la montagne pour moi. Mais j'aime aussi l'idée d'aller quelquefois sans la carte. Je suis passionné de certaines idées anarchistes et la géographie est quelque chose dans laquelle l'anarchisme a pensé, a imaginé beaucoup. Et il y a quelques géographes comme Élisée Reclus, votre grand géographe anarchiste, ou comme Thoreau, qui pensait et quelquefois écrivait que la carte géographique, c'est aussi une façon de quelqu'un qui est arrivé avant de toi, de te conditionner, de te expliquer ce que tu vas trouver dans ton voyage. Et c'est un peu autoritaire. C'est l'autorité de quelqu'un qui est passé avant de toi. Et donc, que la façon la plus libre d'explorer le monde, c'est sans la carte. Parce que sans la carte, tout doit être les géographes. Tu dois être celui qui découvre, celui qui regarde et aussi celui qui dessine. Et c'est pour cela que j'ai dessiné les cartes dans mon dernier livre sur les voyages au Népal. En parlant du Népal, moi j'ai une question sur l'explication du titre. C'est des choses auxquelles je suis très attentive. Comment avez-vous entendu parler pour la première fois des 8 montagnes? Est-ce que c'est effectivement l'explication qu'un vieux Népalais vous a donnée? Non, il n'y avait pas les vieux Népalais, mais il y avait les mandalas. J'avais vu ces dessins avec la grande montagne au centre et les 8 montagnes autour d'elle. Et puis, je lis beaucoup de livres sur le bouddhisme, j'aime beaucoup la culture tibétaine et la culture indienne. Et donc, j'avais trouvé ce mythe de Mont Sumeru et vraiment la cosmogonie des hindouistes qui parlent de Mont Sumeru, que pour quelqu'un est le Mont Kailash au Tibet, qui est au centre de l'univers, et les 8 montagnes qui sont le reste de la Terre, le reste des continents. Et donc, j'avais le mythe, j'avais le mandala, et j'ai imaginé l'histoire du vieux Népalais et la différence entre qui monte sur la montagne centrale et qui fait le tour des 8 montagnes. Pour passer à des questions un petit peu plus larges en dehors de l'œuvre, on voulait vous demander, est-ce que vous pensez que la nature, alors j'utilise le terme nature, n'en ayant pas d'autre à disposition, mais peut nous apporter en ces moments si particuliers que vivent à la fois les citoyens français, les citoyens italiens, mais les citoyens dans le monde entier? Et pensez-vous qu'il y aura une revalorisation des milieux naturels suite à tout ça? Dans ces périodes,
on se demande toujours si quelque chose va vraiment changer ou si les changements sont seulement pour le moment. Et puis après quelques temps, on recommencera à vivre comme on vivait avant. Et quelque chose en moi dit que l'homme ne changera jamais et que plus tôt ou plus tard, on recommencera à vivre comme l'année dernière. Mais je sais que dans les prochains mois, dans la prochaine année, on a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles méditer. Et, et la prochaine fois qu'on ira en montagne, dans un bois, on les verra d'une différente façon. Et on pourra comprendre l'importance qu'ils ont pour nous un peu mieux. Et puis, je ne sais pas si ce sentiment restera ou s'il va passer comme chaque fois que l'homme s'oublie de ce qu'il avait découvert. J'espère pour ma part que ça restera un petit peu. Une autre question, est-ce que vous auriez pour nous et pour les élèves qui regarderont cette vidéo un conseil de lecture issu de votre bibliothèque de littérature américaine pour nous faire voyager ou bien de vos lectures qui seraient plus récentes? Il y a un auteur américain qu'en Italie on a redécouvert dans les dernières années qui s'appelle Kent Aruf. Et je ne sais pas s'il est traduit en français, je l'espère vraiment. Il a écrit beaucoup de romans, toujours dans le même pays imaginaire qui s'appelle Holt, en Colorado. Un peu comme Faulkner utilisait toujours les mêmes régions qu'il avait imaginées dans le sud des États-Unis. Kent Aruf, c'est quelqu'un qui, dans mon cœur et mon expérience de lecteur, un peu semblable à Raymond Carver, parce qu'il y a la même humanité, mais aussi un peu semblable à Cormac McCarthy, parce qu'il écrit des longs dialogues vraiment avec un très beau rythme du dialogue et je les collègues à McCarthy pour cela. Il a écrit 3 romans d'une trilogie qu'on appelle la trilogie de la plaine. Le premier en anglais s'appelle Song Plain, Canto della pianura in italiano, en français pourrait être Chant de la planure. Et je le conseille vraiment aux lecteurs qui aiment la littérature américaine, mais aussi la littérature des grands espaces. Merci. Et moi, j'avais une autre question en fait par rapport à ce que Johanna vous a demandé avant et que vous avez dit sur la façon que cette période va changer nos vies. Parce que peut-être que selon vous, cette crise qu'il y a eu va changer aussi peut-être les voyages, donc plus de voyages, moins de voyages internationaux et plus de retours à montagne, mais pas à la montagne de l'Islande ou la montagne loin, mais à la montagne qui est vraiment proche de nous. Peut-être que ça va se passer. Oui, oui, dans les prochains mois, la prochaine été sera très intéressante pour moi. Sera intéressant de voir qu'est-ce que l'agent fera. Parce qu'en montagne, on a vraiment beaucoup de... en Italie, on les appelle seconde case, c'est seconde maison aussi en français. Oui. Résidence secondaire, oui, c'est ça. Oui, résidence secondaire que désormais on utilise vraiment très peu. Peut-être quelqu'un a une maison dans un village de montagne, il l'utilise 2 semaines en été et 2 semaines en hiver, puis il va à la mer ou il va dans quelques îles tropicales, etc. Et cette année, on ne pourra pas aller dans les îles tropicales et donc
j'espère que la maison en montagne, la maison secondaire, deviendra une maison principale pour quelque temps. Et j'espère voir les gens qui peut-être viennent en montagne pour un mois, 2 mois, et ils cherchent à vivre là-haut un peu plus. Et parce que vivre là-haut un peu plus signifie comprendre un peu mieux qu'est-ce qui se passe en montagne. J'ai un ami qui est resté au village à Estoul en ce mois. Il m'a raconté que là, il y a des skieurs, des gens qui étaient là en mars quand on a fermé tous en Italie, c'était les 8 de mars et c'était un week-end de ski. Et donc, il y avait quelqu'un qui avait la maison, qui avait pensé de rester en montagne et pas rentrer en ville. Et donc, il y a des gens qui sont restés pour la première fois dans sa vie à Estoul pour 2 mois et a vu pour la première fois dans sa vie la neige partir. Il a vu pour la première fois dans sa vie les prés commencer à renaître et le printemps arriver parce qu'il connaissait seulement l'hiver avec la neige et l'été avec les vaches. Et il n'avait jamais vu le printemps. C'est un exemple pour dire que rester un peu plus signifie connaître mieux et peut-être aussi trouver quelque chose qu'on peut aimer un peu plus. Et je suis sûr que la prochaine été nous emportera un peu de nouveautés dans ce sens. Oui, espérons comme ça. Et dans la dernière question pour conclure un peu, c'est est-ce que vous avez senti en Italie, en France, s'il y a eu une initiative qui vous a touché au cours des dernières semaines et que vous aimeriez nous parler? Oui, j'ai des amis à Milan, comme vous savez, la situation est la plus grave d'Italie, pas seulement pour la santé, mais aussi pour la pauvreté, parce que c'est une grande ville et dans les grandes villes, il y a beaucoup de gens qui souffrent pour les premiers la crise économique. Et donc, j'ai des amis qui ont un petit circolo culturale, un centre culturel avec un petit restaurant à l'intérieur, un petit bistrot. Et ils ont commencé à demander des donations, on peut les aider, on pouvait les aider, on continuera à le faire, pour emporter à manger à les anciennes, à les gens les plus anciens et pauvres du quartier. Et donc, j'ai commencé à voir des épisodes de solidarité à l'intérieur de la ville, d'une ville comme Milan où on n'a pas vraiment le sens d'être une communauté. C'est une ville où il y a beaucoup de gens qui arrivent et partent. Et il me manquait beaucoup les sons de communauté qu'on peut avoir dans son quartier, dans son village, etc. Et j'ai vu différents épisodes devant les supermarchés, des jeunes qui demandaient d'acheter quelque chose et les donner pour les pauvres. Et, encore, j'espère qu'il soit quelque chose, pas seulement d'extraordinaire, qu'on va oublier très, très tôt, mais une différente façon de vivre aussi dans les villes. Les villes ne seront pas seulement des lieux d'où on s'échappe pour aller vivre en montagne, mais ils sont aussi des lieux où on reste et on doit chercher de les rendre un peu meilleurs. Tout à fait. Bon, merci, nous sommes arrivés nous, au terme de nos questions. Merci pour votre temps, merci pour vos réponses. Nous remercions également la Villa Gilet pour l'organisation de cette rencontre un petit peu particulière, mais nous sommes très contentes avec Silvia d'avoir pu la réaliser. Et nous attendons avec impatience de pouvoir lire vos prochains romans.
Et voilà, prenez soin de vous. Merci, merci à vous.